Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici, en même temps vraiment désolé d'avoir raté la journée précédente. Et donc les beaux exposés qui ont introduit cette problématique de la gravité, de la gravitation. Je dois vous dire que j'ai, de façon un peu obtuse, pris à la lettre l'injonction qui m'était faite de ne pas du tout présenter d'équation. Donc il n'y a pas une seule équation, ce qui rend un peu problématique la présentation d'une nouvelle théorie de la gravitation, celle de Whitehead, une théorie alternative à celle d'Einstein. Mais justement, je vais essayer simplement d'être, disons, dans l'esprit de mon corps de métier. Je suis philosophe, je ne suis pas physicien, je ne suis même pas, à vrai dire, philosophe de la physique. Donc je vais vous présenter, malgré tout, une théorie physique de la gravitation, celle de Whitehead, et vous dire en quel sens elle est alternative, présente une alternative à la théorie de la gravitation d'Einstein. Mais je vais surtout quand même insister sur l'intérêt philosophique qu'avait pour Whitehead lui-même cette théorie alternative, et disons l'intérêt philosophique qu'elle peut avoir pour nous, philosophes ou physiciens, aujourd'hui, si on réfléchit à des questions fondamentales touchant, disons, à ce que pourrait être en général une théorie physique et peut-être à l'horizon une philosophie de la nature, si cette expression a encore un sens aujourd'hui pour des physiciens. Qu'est-ce que ce serait de placer une théorie de la gravitation, éventuellement de la gravitation quantique, dans l'horizon d'une philosophie de la nature, d'une pensée de la nature comme telle. C'était vraiment l'ambition de Whitehead. Je ne pense pas que ce soit le dernier à l'avoir nourri, mais pour lui, c'était absolument assumé, explicite. Et je vais commencer en fait par présenter un peu Whitehead, parce que je ne veux pas présupposer qu'il est connu de tous, et peut-être le nom vous est familier, mais il y a différents aspects de son œuvre, de son parcours aussi, qui est important de rappeler pour bien situer l'intervention assez ponctuelle en fait dans cette trajectoire, qui a été la formulation en 1922, donc c'est datable, d'une théorie de la gravitation, donc quelques années après la formulation de la relativité générale. Bon, voilà pour les préambules. Il me semble que j'oublie quelque chose. Ah oui, comme je n'ai pas d'équation et que malgré tout j'ai une présentation en PowerPoint, je vais essentiellement utiliser des portraits de Whitehead. C'est un peu ridicule, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. J'ai bien réfléchi quel genre d'image je pourrais projeter qui ne soit pas du formalisme. Eh bien, des images de Whitehead, tout simplement. Bon, d'abord rappeler qu'il est à cheval sur les 2 siècles, 19 et 20. Voilà, sous 3 représentations différentes. C'est un extrait de la BD que je recommande si vous vous intéressez au fondement de la logique et des mathématiques, Logicomics. Donc il est un des personnages, avec Russell évidemment, j'y reviendrai dans un instant, important de cette bande dessinée qui retrace quelques péripéties du début de siècle. Donc Whitehead, quelques éléments biographiques, a eu une formation de mathématiques et de physique à Cambridge dans les années 80 du XIXe siècle. Il a fait une thèse sur la théorie électromagnétique de Maxwell, c'est un maxwellien si vous voulez. Il a eu on lui a offert très vite un poste de professeur de mathématiques à Trinity College en 1885. Il a occupé ensuite, dans les années 10-20, une chaire de mathématiques appliquées à l'Imperial College de Londres. Et puis ensuite, en 1924, première invitation à Harvard aux États-Unis, assez tardivement, à l'âge de 63 ans. En fait, il y restera jusqu'à la fin de sa vie. Il devient prof émérite juste avant la guerre, et donc il s'éteint en 1947. Voilà une espèce de trajectoire académique que je vais maintenant détailler en plusieurs actes, en 3 actes en fait, pour que vous compreniez bien à quel moment de cette trajectoire intellectuelle s'inscrit la confrontation avec l'affaire einsteinienne de la gravitation. Bon, évidemment, il avait ça derrière la tête depuis longtemps, mais il a d'abord commencé, comme vous savez peut-être, c'est peut-être pour ça qu'il est le plus connu, à travailler sur les fondements de la logique, en réalité. J'y viens dans un instant, mais je veux rappeler donc premier acte, donc ça c'est le moment maxwellien. Je veux rappeler simplement un certain nombre de choses pour que vous conserviez à l'esprit que Whitehead n'est pas une tête creuse, comme disait le philosophe Broad, c'est pas quelqu'un qui aimait philosopher à jeun, on an empty stomach. C'est quelqu'un qui se nourrissait constamment d'une information scientifique effective,
Et donc il concevait la philosophie aussi comme une théorie effective. C'est quelque chose qui devait adhérer, être en adhérence, en cohérence évidemment avec l'information scientifique la plus pointue de l'époque, mais aussi par ailleurs, et ça c'est un point sur lequel j'aimerais insister, avec les données de l'expérience au sens quasiment phénoménologique. Qu'il fallait rendre compte, comme disait Bergson, de l'expérience intégrale, non seulement les constructions scientifiques, mais aussi, eh bien, disons, les aspects plus immédiats de l'expérience sensorielle. Il commence, je l'ai dit, sa carrière comme mathématicien, avec néanmoins une forte inclination pour la philosophie, ce que confirment très vite ses travaux sur l'algèbre universelle, alors dans le sillage de Grassmann, un certain nombre de publications. Et puis bientôt, donc, je ne sais pas s'il avait cette tête-là à l'époque, mais c'est difficile de trouver des portraits de Whitehead jeune. Très vite, donc, il se rend célèbre par sa collaboration avec Bertrand Russell au fameux Principia Mathematica, en 3 volumes, qui sont une contribution littéralement monumentale, disons, à la philosophie de la logique. Whitehead avait prévu de travailler spécialement à un 4e volume, qui aurait été vraiment son affaire, un volume consacré au fondement de la géométrie, et simplement, bon, les 2 auteurs, Russell et Whitehead, se sont brouillés pour des raisons plus ou moins obscures. Entre-temps, donc, le 4e volume n'a jamais vu le jour. Si vous vous intéressez à la brouille, regardez la BD Logicomics, il y en a un peu question. Bon, dans sa 2e période, voilà un passage des Principia. Dans sa 2e période, 2e acte, Whitehead se détache de l'abstraction, qui guette tout travail un peu intense dans le domaine de la logique symbolique. Il s'en méfiait lui-même, donc il se gardait lui-même de cette tentation de l'abstraction. Et disons, il travaille plus nettement dans le registre de la philosophie de la physique, en prolongeant dans la direction de ce qu'il ambitionne comme philosophie de la nature, en prolongeant donc dans la direction d'une philosophie de la nature certains schémas de pensée qu'il extrait de la toute jeune théorie de la relativité. Bon, il découvre un peu comme tout le monde, mais peut-être plus vite que d'autres, la théorie restreinte. Il en extrait très vite quelque chose comme les principes d'une nouvelle philosophie de la nature. C'est ça son originalité. Et ça donne lieu à un livre qui s'appelle Le concept de nature. S'il fallait en recommander un pour une lecture immédiate, ce serait celui-là, le livre de 1920, Le concept de nature. Dans les années qui suivent, donc en 1922, il publie un livre intitulé Le principe de relativité, avec les applications physiques. Donc 1922. Et puis, dans un livre important, La science et le monde moderne, 1925, peut-être plus exotérique, il explique les raisons pour lesquelles eh bien, il faut engager de façon radicale une sorte de réforme, une réforme disons, de la philosophie scientifique, comme on disait parfois à l'époque, une réforme des fondements philosophiques de la théorie physique, pour dépasser ce qu'il appelle, notamment dans ce livre, mais l'expression apparaît déjà avant, la bifurcation de la nature. C'est-à-dire l'idée qu'en fait, on serait immédiatement confronté à une bifurcation, à un dualisme, où s'opposerait traditionnellement, dans les termes cartésiens, d'un côté un réel mathématisé, des objets scientifiques, définis par figure et mouvement, comme disait Descartes, et puis de l'autre, des impressions sensibles, des sense data, des idées, peu importe le terme, qui seraient propres à un sujet de l'expérience, un esprit, si vous préférez, qui se représenterait le monde. Pour éviter cette bifurcation, qui est une tentation naturelle de toute philosophie scientifique, eh bien, il faut essayer, en quelque sorte, de faire en sorte que la théorie physique recolle à l'expérience. Bon. Et c'est ça qui le conduit dans sa dernière période, je vais très vite, et je passe quelques médiations, mais le 3e acte, donc... sa période vraiment spéculative, à entreprendre une vaste synthèse de tous les aspects du réel. C'est très ambitieux, c'est un projet métaphysique au sens le plus systématique, mais sous la forme de ce qu'il appelle une métaphysique constructive. C'est-à-dire qu'il justement construit ces objets et les construit dans un rapport très intense avec l'état des constructions scientifiques du temps. Bon. Ça donne lieu à ce livre invraisemblable.
je veux dire, quasiment illisible, et ce n'est pas un problème de traduction. Les traductions, évidemment, aggravent le problème en français, puisqu'elles sont toutes à peu près uniformément mauvaises. Je veux dire, ce n'est pas la faute des traducteurs, c'est que je pense que Whitehead est intraduisible. Mais en anglais, c'est déjà un problème pour les anglophones, c'est-à-dire qu'il s'est inventé un idiolecte très vite, un idiolecte qui le rend difficile à digérer. Alors, on pourrait dire, c'est au fond le cas typique d'une philosophie de mathématicien. Mathématicien qui se met à construire la philosophie ou à penser la philosophie comme une opération de construction homologue aux mathématiques à certains égards. Vous savez que Whitehead disait que toute la philosophie pouvait se lire comme des footnotes, des notes de bas de page aux œuvres de Platon, ce qui était une façon de faire allégeance aux philosophes mathématiciens par excellence. Mais il faut aller jusqu'au bout de cette idée, c'est-à-dire que les mathématiques, en réalité, telles qu'il les concevait lui, ne sont pas un domaine idéal de clarté et de distinction nette. Au contraire, c'était, pour reprendre l'expression de Russell, les mathématiques sont le domaine où on ne sait jamais vraiment de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. Et il faut le prendre comme ça, c'est-à-dire qu'une métaphysique, une philosophie ou une métaphysique de mathématicien, pour Whitehead, ça a voulu dire chez lui produire quelque chose comme l'équivalent des méditations métaphysiques de Descartes, mais en prolongeant cet élan philosophique et cette ambition systématique en direction de la pénombre du réel, c'est-à-dire aux confins du sensible et de l'intelligible, porter l'effort au-delà, disons, au-delà du cogito et de la pleine lumière, en direction peut-être de ce que Leibniz entrevoyait, à partir de réflexions sur le calcul infinitésimal, comme une philosophie de la pénombre. Bon, alors on pourrait dire qu'au XXe siècle, c'est plutôt du côté de la théorie des tenseurs et de la relativité, donc un peu de la physique quantique, que Whitehead trouve sa nourriture, là où Leibniz se nourrissait plutôt du calcul infinitésimal et disons de la réflexion sur les lois du choc. Voilà le contexte. Je disais qu'il est pour une part indigeste, comme, pour le citer à nouveau, comme le disait Broad, le philosophe Broad, qui, comme son nom l'indique, devait avoir les idées larges, sous la forme d'un éloge paradoxal. C'est en fait un obituary. Au moment de la mort de Whitehead, dans la revue Mind, il fait paraître un article qui récapitule un peu ses travaux, et il dit ceci, au détour d'une phrase: « He was an abominably obscure and careless writer ». C'est une façon de dire aussi qu'on n'est jamais absolument sûr de savoir exactement ce qu'il veut nous dire. Donc je ferai malgré tout mon possible, et je vais tâcher de vous restituer quelques images je pense que ça doit être le moment de l'émérita de Whitehead à Harvard. Je vais faire mon possible pour vous restituer, non pas la philosophie de Whitehead en général, mais plus spécialement la signification, donc physique et surtout philosophique, de ce livre, Le principe de relativité, donc dans le genre un des livres les plus étranges parce qu'il est bizarrement composé. Il est composé en trois parties. D'abord, il y a, je l'ai quelque part là dans mon sac, une longue partie qui est faite composée de considérations générales d'ordre, disons, épistémologique et philosophique sur la nature. Dans une deuxième partie, il introduit de façon très abrupte une nouvelle loi de la gravitation, qui n'est ni celle de Newton ni celle d'Einstein. Et enfin, dans une troisième partie qui, moi, m'échappe, je dirais, à 90%, il y a un traitement purement mathématique, et même strictement algébrique, qui mobilise la méthode tensorielle, et qui évite scrupuleusement toute intuition, toute interprétation d'ordre géométrique, qui étaye donc sa théorie de la relativité, et qui en déduit aussi quelques conséquences qui lui paraissent importantes dans le domaine de l'astronomie, de l'électromagnétisme, de la théorie de la chaleur, et j'en passe. Et donc très clairement, il dit que c'est une théorie alternative à celle que M. Einstein a proposée récemment. Et c'est comme ça qu'elle a été reçue en 1924, dans une note, un micro-article, plutôt une note d'Eddington parue dans la revue Nature. Eddington explique que oui, voilà, la théorie de M. Whitehead est très intéressante, elle a pour elle une certaine rigueur, une certaine clarté, et pour autant qu'on puisse en juger, elle est empiriquement équivalente à celle d'Einstein. Alors là, je vais pas faire semblant, je ne vais pas vous restituer dans mes mots ce qui a très bien été expliqué par d'autres, et donc je vais simplement me concentrer sur quelques lignes de cet article, qui est, je pense, une des meilleures synthèses, une des meilleures présentations de la
signification physique de la théorie de la gravitation de Whitehead. C'est Jonathan Bain qui a publié ça en 1998 dans la revue Studies in the History and Philosophy of Modern Physics. Il y a d'autres articles. Clifford Wheel a co-signé plus récemment un article, je crois que Pierre me le signalait, sur The Multiple Death, les morts multiples et répétées de la théorie whiteheadienne de la relativité, qui fait le point, alors vraiment, c'est un angle presque expérimental, en expliquant justement comment est-ce qu'on a pu établir que, à la fin, cette théorie whiteheadienne n'est pas empiriquement équivalente. Je dis à la fin parce que ça a pris 50 ans. C'est le premier point que je veux marquer, c'est qu'entre 1922 et 1971, on a des suspicions, mais il n'y a pas encore de preuves irréfutables de la divergence empirique des deux théories. Et ça se joue sur un point que je serais bien normal de vous expliquer précisément, mais que Clifford Wheel, évidemment, explique très bien, puisqu'il en a été un des principaux responsables. Il a testé la théorie de Whitehead sur un point particulier qui concerne un point de géophysique, les marées qui ne sont pas produites par la Lune ni le Soleil, mais par la rotation de la Terre sur elle-même, et une question d'anisotropie, dont je n'ai pas en fait localisé exactement le point, la signification physique, mais qui permettait, vraiment à partir d'expériences très fines, très délicates, d'établir que certaines prédictions de la théorie whiteheadienne étaient invalidées par l'expérience. Bon, à nouveau, il a fallu attendre 71 pour que cette différence soit établie de façon claire. Donc, je vais reprendre simplement quelques lignes de l'introduction, disons, de l'abstract de ce texte de Jonathan Bain, qui donne, au fond, qui souligne l'essentiel des points de divergence entre les deux théories en concurrence. La formule que Whitehead adopte pour le champ gravitationnel a été décrite de la façon suivante, c'est-à-dire qu'elle implique à la fois une métrique plate, alors désolé, mes mu nu ne sont pas jolis, état mu nu, donc un espace-temps minkowskien, d'accord, celui de la relativité restreinte, et une métrique dynamique, une métrique associée à un champ gravitationnel, G mu nu, qui dépendrait, elle, de la présence de masse. Bon. Donc on a une sorte de théorie, c'est comme ça qu'on pourrait en première approche la décrire, une théorie à deux niveaux ou à deux métriques superposées. Bon, ce qui ne correspond pas du tout à l'approche unifiée d'Einstein. Alors sur le point de l'équivalence empirique, voilà ce que dit Bain. It makes the same prediction as general relativity with respect to l'avance du périhélie de Mercure, la déflexion des rayons lumineux à proximité d'une masse et le redshift gravitationnel. Et donc Eddington, comme je le rappelais tout à l'heure, a montré que cette théorie était compatible avec les solutions de Schwarzschild aux équations de champ d'Einstein, et en tout cas pour la situation à un corps. Et donc le dernier point, que à nouveau je suis bien en peine de vous expliquer précisément, mais qui est le point, l'expérience cruciale en quelque sorte, où il a été avéré que non seulement la théorie de Whitehead est moins puissante manifestement que celle d'Einstein, il y a quand même des raisons, je dirais, non empiriques qui fait qu'on ne l'a pas adoptée. Elle est moins puissante, moins séduisante, moins féconde que celle d'Einstein, mais par ailleurs, elle est empiriquement, elle ne tient pas toutes ses promesses. Et donc on peut établir empiriquement, sur ce point en tout cas, une différence. Ce n'est pas la même théorie, habillée dans un autre langage. Bon, je dirais que cette histoire-là de l'équivalence empirique, les questions de confirmation, etc., elle suffirait déjà à nourrir toute une réflexion, et certains s'y sont employés, comme Adolf Cohnbaum, par exemple, l'épistémologue, une réflexion sur la portée réaliste des théories scientifiques, des questions qui mobiliseraient la question de l'instrumentalisme, de l'interprétation instrumentalisme des théories, et tous ces débats d'ordre épistémologique dans lesquels je n'entrerai pas du tout pour vraiment m'en tenir à l'aspect plus métaphysique qui tenait réellement à cœur à Whitehead. Donc la théorie, je vais quand même en dire un peu davantage.
je vais la décrire, disons, de loin. On a fait déjà un premier tour du propriétaire. Et je vais simplement là prolonger, surligner quelques aspects qui me paraissent intéressants et qui permettront de mieux saisir les points, je dirais, conceptuels sur lesquels se joue la différence entre la stratégie d'Einstein et celle de Whitehead. Bon. D'abord, une précision, c'est que Whitehead, je l'ai dit, utilise la théorie des tenseurs. C'est un objet mathématique qu'il affectionne depuis longtemps. Il raisonne en termes d'espace-temps. Et je dirais qu'il accepte, il incorpore presque tout l'appareil formel de la théorie restreinte à cet égard. L'espace-temps de Minkowski, toute l'information algébrique et géométrique qui est incorporée dans la théorie restreinte, il la récupère. Je dirais qu'il la dégéométrise un peu, ça n'intéresse pas beaucoup de penser en fait l'espace-temps comme un espace, pour le dire vite. Et il s'intéresse davantage, aux relations algébriques sous-jacentes. Mais ça, je dirais que c'est un point de détail. Ce qui est important, c'est qu'il ne s'inscrit pas du tout, comme à l'époque d'autres physiciens, et notamment philosophes, pouvaient le faire, dans une sorte de croisade anti-einsteinienne. Il se dit relativiste. Il s'inscrit dans le sillage d'Einstein, et simplement sur le point qui est la gravitation, il inscrit une différence. Bon. De la restreinte, il conserve également, je dirais, les idées principales et je dirais les conséquences philosophiques les plus importantes, jusque dans les conséquences paradoxales qui ont fait reculer beaucoup de philosophes, Bergson le premier, donc notamment l'idée que les relations de simultanéité sont relatives au choix d'un référentiel, l'idée, disons plus généralement, que les relations fondamentales sont de nature spatio-temporelle, qu'on ne peut pas envisager l'espace et le temps comme ayant une existence ou même une signification objective indépendamment l'un de l'autre. Et même, je pourrais dire que ce qui est frappant dans ces premiers textes sur la relativité, qui sont plutôt orientés vers la restreinte, on peut dire qu'au fond, il peut-être même plus radical qu'Einstein en ce sens, il commence par faire admettre, il commence par poser une multiplicité de systèmes temporels, une multiplicité de manières de découper l'espace-temps, des foliations distinctes et au fond équivalentes ou indifférentes de l'espace-temps, pour en dériver les relations, les conséquences étonnantes, relativité de la simultanéité, etc. etc. Mais disons, il s'installe d'emblée dans cet élément d'une relativisation complète des mesures de temps et d'espace. Et il aboutit à ce résultat, non pas sur le mode d'une déduction, comme Einstein, la relativité de la simultanéité, mais en quelque sorte en l'incorporant d'emblée dans une conception relativiste des systèmes temporels, ce qu'il appelle des systèmes temporels. On a une pluralité de systèmes temporels, on en dégage presque immédiatement une idée de la simultanéité qui est, on pourrait dire au fond, l'idée d'une simultanéité épaisse. Il appelle ça une duration. Et c'est le premier point, je dirais, où on pressent une divergence qui éclatera au grand jour dans les textes sur la gravitation, une divergence avec la stratégie einsteinienne. Le point important, c'est que, bon, tout en embrassant l'essentiel de l'orientation einsteinienne, sa stratégie est un peu différente. On ne déduit pas, je répète, la relativité des relations de simultanéité à partir d'axiomes. Chez Einstein, c'est un principe de relativité et un principe de localité, bon, comme vous savez. Principe de relativité et principe d'une vitesse finie des interactions causales, pour aller à l'essentiel. Il en dérive la relativité des relations de simultanéité. Chez Whitehead, c'est d'une certaine façon accordé d'emblée à travers l'idée que la simultanéité réelle, la simultanéité à laquelle se confronte tout à chacun, et donc aussi le physicien, c'est une simultanéité épaisse, non pas définie ponctuellement, et non pas définie opérationnellement comme fait Einstein en termes d'échange de signaux lumineux, selon la méthode du radar, mais une simultanéité qui est d'emblée pensée temporellement, c'est-à-dire comme ayant une certaine épaisseur temporelle. Il dit la simultanéité réelle, c'est a slab of nature, un bloc ou une tranche de nature. Alors vous pouvez rajouter à un certain moment, mais il ne faut pas dire à un certain instant, au sens ponctuel de l'instant mathématique sans épaisseur. Si la simultanéité est épaisse, il n'y a pas à s'étonner, pour aller très vite et résumer un mouvement de pensée qui est assez élaboré, il n'y a pas à s'étonner qu'on puisse trancher selon des angles différents et donc obtenir cette fameuse relativité des relations de simultanéité.
c'est presque une conséquence triviale, il n'y a pas à s'y appesantir, c'est lié au fait que la vraie simultanéité est épaisse. Et Whitehead le ressaisit, disons, d'un point de vue topologique, en s'intéressant d'emblée au type de relations qui peuvent exister entre ce qu'il appelle des events, des événements, et simplement un event chez lui, ça n'est pas un point événement ou un point dans un espace-temps à 4 dimensions, au sens où l'ont pris Einstein et surtout Minkowski. Ce ne sont pas des points événements, les events, mais ce sont des séquences ou des éléments historiques. Ce sont des événements qui ont déjà une certaine épaisseur, une certaine durée, une certaine épaisseur temporelle. En se donnant ce monde d'événements, en ce sens particulier, et donc des rapports de simultanéité épaisses, à présent épais, eh bien, il dérive, donc sur la base de structures topologiques particulières, il dérive tout ce dont il a besoin pour établir la métrique, pour retrouver la métrique de Minkowski. Il dérive une notion de parallélisme, d'orthogonalité, les équations de Lorentz, mais généralisées avec un paramètre K qui peut être sous certaines conditions identifié à C, vitesse finie de la lumière, mais pas nécessairement, donc on a une gamme de symétrie plus large. Bon, on retrouve en l'occurrence, si on rajoute des conditions, la métrique de Minkowski, et c'est l'essentiel. Donc déjà, on voit, par rapport à la restreinte, une reformulation qui, on pourrait dire, temporalise ce qui avait tendance chez Einstein et surtout Minkowski à se penser comme une sorte de géométrie de points événements. Donc on pourrait dire, et ça c'est au fond c'est caractéristique de sa manière, de sa démarche générale, les transformations relativistes de l'espace-temps, avec là, dans le cas de la restreinte, sa métrique pseudo-euclidienne, elles sont dégagées à partir de considérations d'ordre fondamental, très général, sur la forme spatio-temporelle de l'expérience, en un sens indéterminé, qui n'est pas davantage l'expérience scientifique, formalisée, que l'expérience immédiate, bon, qui est justement l'expérience au sens générique. Et donc, c'est caractéristique de l'expérience au sens générique que les rapports de simultanéité ne sont pas des rapports ponctuels. Ce ne sont pas des rapports entre des points événements strictement localisés dans l'espace-temps. Bon, c'est une idée qui reviendra sous une forme plus élaborée dans la théorie de la gravitation. C'est pourquoi je voulais m'y arrêter, y insister un peu. Bon, ceci étant, Whitehead travaille dans la même direction que la relativité einsteinienne. Et je dirais qu'on peut même aller un peu plus loin. C'est bien chez lui la méditation de la théorie restreinte qui fournit la motivation principale pour une réélaboration de la théorie de la gravitation, plus exactement pour une révision philosophique de la théorie de la gravitation. Et là, je voudrais simplement aller à l'essentiel en dégageant un passage qui n'est pas dans le principe de relativité, mais dans ce livre plus tardif que j'évoquais tout à l'heure, La science et le monde moderne. Voici ce qu'il explique dans le deuxième paragraphe. Il explique, bon, ça ira plus vite si je le restitue en français directement, il explique que le problème fondamental de la loi classique newtonienne de la gravitation, c'est qu'elle est formulée en termes essentiellement spatiaux. Et évidemment, comme vous savez, l'indice le plus sûr de cet état de choses, c'est que la force d'attraction décroît en fonction du carré de la distance. Bon, les effets s'amortissent en fonction du carré de la distance, mais ça signifie que, au fond, ce qui est mis au cœur de la formulation même de la théorie newtonienne, c'est une relation de type spatial qui accorde comme évident la disposition, la coexistence spatiale, en quelque sorte instantanée, d'une pluralité de points masses qui exercent les uns sur les autres des forces d'attraction. Et ça lui paraît extrêmement problématique pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire que la simultanéité ne peut pas être pensée comme instantanée. On peut le penser à la limite, disons, comme une extrapolation mathématique, mais d'un point de vue physique, ce n'est pas à ça qu'on a affaire dans l'expérience. Et donc, on pourrait dire, c'est le sens de ce passage, que le sens général de sa reformulation de la théorie newtonienne de la gravitation, ça va être de la reformuler, je dirais, en termes einsteiniens, ce qui, à l'époque, lui, considère comme étant l'esprit dans lequel il faut travailler pour être fidèle, pour être à la hauteur, disons, de la révolution einsteinienne, c'est-à-dire une reformulation en termes proprement spatio-temporels.
Et évidemment, il faut mettre l'italique, l'accent sur temporel, puisque c'est ça qui apporte quelque chose de nouveau par rapport à Newton. Il faut temporaliser la théorie de la gravitation, c'est-à-dire, pour employer une formule bergsonienne, penser la gravité en durée, selon le mouvement réel des choses, et ça suppose donc qu'on ne se contente pas d'une formulation qui pense immédiatement les choses en extension, en termes d'action instantanée à distance, en termes d'intensité de force dont l'intensité est fonction du carré de la distance. Il faut donner une formulation qui soit, oui, covariante, indexée, disons, à la forme, au format de l'espace-temps introduit par Einstein, mais qui justement ne restitue pas d'emblée, parce que sinon on perdrait tout le bénéfice de l'opération, qui ne restitue pas d'emblée des corps ou des points masses qui seraient identifiés strictement par leur localisation et leur rapport de séparation strictement spatial. Il faut penser les événements comme distribués dans l'espace-temps et donc introduire immédiatement une perspective temporelle sur le processus auquel participe la gravitation. Donc là, j'ai essayé de reformuler l'intuition centrale, ce qui me paraît être l'intuition centrale au fond de la reformulation whiteheadienne, la théorie de la gravitation. Alors, quelle forme ça prend concrètement? Qu'est-ce qu'on peut en dériver directement? Sans rentrer dans le détail et toujours sans équation, je dirais que ça implique pour Whitehead que le potentiel de gravitation doit être dégagé non pas à partir de ce qui a lieu partout ailleurs à un moment donné. Le potentiel de gravitation attaché à un corps ne doit pas être simplement dégagé à partir de ce qui a lieu partout ailleurs, à un moment donné, mais aussi bien à partir de ce qui a eu lieu dans le passé, ce qui continue de se propager dans le présent et qui mord déjà sur le futur. Voilà, l'intuition, c'est de penser au fond la gravitation comme un processus. Et donc l'idée, en termes modernes, c'est... en termes classiques, en fait, c'est l'idée du potentiel retardé. Whitehead réintroduit massivement le temps, la dimension temporelle dans la théorie de la gravitation en mettant en avant cette idée du potentiel retardé. Ça implique aussi que la gravité correspond chez lui, ce qui n'est plus le cas chez Einstein, donc là il paraît être en retrait par rapport à la révolution einsteinienne, la gravité correspond chez lui à une force réelle dont les effets se propagent à vitesse finie. Mais c'est déjà, je dirais, quand même un progrès ou une rupture par rapport à la conception traditionnelle newtonienne, puisque, comme vous savez, la loi de la gravitation chez Newton ne fait aucune mention du temps, à proprement parler. Alors chez Einstein, on peut dire qu'il y a le ds carré qui peut être lu comme un temps propre, l'élément infinitésimal d'un temps propre, mais sa signification temporelle n'est pas bien claire, et là je ne sais pas si Marc Lachaiseray est revenu aujourd'hui, mais lui me dirait que probablement ça n'a absolument rien à voir avec le temps, et que même si on a envie d'appeler ça du temps propre, ça reste une grandeur fondamentalement spatiale. Je laisse de côté ce débat philosophique sur la place du temps, ou du devenir, dans la relativité générale, sa supposée élimination. C'est un autre problème. En tout cas, vous voyez dans quel sens Whitehead travaille. Il travaille de sorte que ce problème ne se pose même pas. Que pour lui, il faut que la théorie de la gravitation incorpore d'emblée quelque chose qui soit davantage qu'un élément infinitésimal qu'on peut intégrer le long de lignes d'univers. Il faut quelque chose de plus robuste, une conception du temps ou l'élément temporel qui occupe une place plus centrale dans la formulation même, dans les principes mêmes d'une théorie de la gravitation. Bon. Donc, potentiel retardé, ça suppose donc en pratique qu'on travaille avec des unités élémentaires qui sont déjà des séquences historiques ou des chemins, on pourrait dire des chemins dotés d'une extension temporelle, même infinitésimale. Mais en tout cas, ce n'est pas des points événements. Ce n'est pas des points dans l'espace à 4 dimensions. Pour Whitehead, c'est essentiel, sinon on ne comprend pas du tout ce qui mouline avec ces tenseurs. Bon, maintenant, la différence majeure, si on prend un peu de champ, un peu de recul et qu'on regarde, qu'on compare les deux théories, je n'ai pas encore suffisamment insisté dessus, mais c'est la plus évidente, en tout cas celle qui a le plus retenu l'attention, c'est que pour donner forme à ce projet dont je viens de restituer l'intuition fondamentale, Whitehead est obligé, ou se sent obligé, de défendre la nécessité d'une structure uniforme de l'espace-temps. C'est peut-être ça la différence la plus frappante, c'est que chez lui, il y a, je disais, une superposition de deux métriques, mais il y a la métrique d'arrière-plan, en quelque sorte, la métrique minkowskienne, elle est uniforme. C'est pas nécessairement une métrique, il ne s'agit pas nécessairement de conserver un espace-temps plat,
Ça peut être un espace-temps uniforme à courbure constante, mais il faut qu'il y ait cette uniformité. Donc il refuse d'emblée, pour des raisons philosophiques que maintenant je veux rappeler rapidement, il refuse d'emblée de, en quelque sorte, ce qui a été reconnu comme le coup de génie d'Einstein, de résorber le phénomène de la gravitation, et donc en l'occurrence les forces dites d'attraction ou de gravitation, dans l'espace-temps lui-même. Il refuse que par ce mouvement-là, l'espace-temps perde son homogénéité, son uniformité, et devienne cet espace-temps à courbure variable, typiquement associé à la relativité générale. Il refuse ça, et donc il maintient cet espace-temps d'arrière-plan uniforme, pour des raisons multiples, en fait, de 3 ordres. Je vais les rappeler rapidement. Il y a deux raisons évidentes, ou 2 raisons principales d'ordre épistémologique. La première, et je n'ai pas du tout le temps de développer, c'est un point d'épistémologie générale. Il pense que pour simplement que la science soit possible, il faut que l'induction ait un fondement dans la nature, que l'induction ne soit pas simplement une opération plus ou moins risquée, plus ou moins probable, enfin, plus ou moins assurée de l'esprit humain, du sujet de la science, mais il faut que l'induction trouve un fondement dans les régularités et les uniformités de la nature elle-même. Et pour ce faire, il pense que la trame fondamentale, l'arrière-plan fondamental, qui est en fait l'espace-temps qui, selon lui, exprime la relationnalité intrinsèque des événements qui constituent la nature, cet arrière-plan doit d'emblée exprimer quelque chose comme une uniformité. Sans quoi l'induction, c'est que la possibilité d'inférer des répétitions, des récurrences, des régularités, ne serait pas fondée dans la nature des choses. Bon, alors ça, je dirais, c'est presque un postulat de sa philosophie de la nature. Et cette régularité, il l'identifie avec le caractère uniforme de l'espace-temps lui-même, qui, à nouveau, exprime la relationnalité intrinsèque des événements naturels, des événements physiques. La deuxième raison, d'ordre épistémologique elle aussi, elle est liée à la possibilité même de la mesure. On pourrait dire que c'est un cas particulier du problème plus général de l'uniformité, mais pour que la notion de congruence ait même un sens, au sens spatial, mais par extension aussi temporelle, il faut qu'une diversité d'observateurs puisse s'accorder sur l'égalité, la non-déformation de certaines unités ou étalons de mesure. Et pour lui, il y a dans l'idée d'un espace-temps à courbure variable quelque chose qui, je dirais, est inconciliable avec cette attente fondamentale, avec l'idée même de la congruence. Alors là, évidemment, c'est très étonnant parce qu'il y a malgré tout une métrique. Et bon, on pourrait dire, au fond, l'enjeu, c'est plutôt, il faudrait préciser la chose, c'est que pour lui, il faut que la notion de congruence ait immédiatement une portée globale. On ne peut pas se contenter d'une sorte de détermination locale de la congruence avec une métrique qui se transformerait de proche en proche dans l'espace et dans le temps. Il faut quelque chose immédiatement comme la projection d'une uniformité globale, d'une congruence qui ait immédiatement un sens global. Les arguments qu'il donne pour ces 2 points sont assez faibles, au sens où ce ne sont pas des arguments, à vrai dire, ce sont plutôt des positions de principe qu'il énonce de façon assez ferme et qui le conduisent donc à, comme il le dit, à classiquement se ranger parmi ceux, je le cite de mémoire, parmi ceux qui considèrent que la géométrie est distincte de la physique, qu'il y a une indépendance essentielle de la géométrie, et que parler de géométrisation de la physique, ou comme on l'a fait par toutes sortes de pirouettes dialectiques, d'une mécanisation de la géométrie, qui reviendrait en fait au même, etc., c'est une aberration. Donc en ce sens, il n'est pas loin de penser parfois comme Poincaré, dans son débat avec Einstein, c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a une sorte d'autonomie du plan géométrique, qui est en fait essentielle pour la cohérence même du projet d'une physique. Alors, on pourrait discuter de ça plus en détail, mais je veux maintenant immédiatement en venir, et ce sera plus ou moins ma partie conclusive, parce qu'il faut que j'aboutisse. J'en veux venir à la raison métaphysique la plus profonde, qui est justement liée à cette affaire de distinction entre géométrie et physique. Pourquoi est-ce que géométrie et physique se distinguent essentiellement ? Il y a des tas d'arguments épistémologiques qu'on peut invoquer. Et ça met en jeu évidemment la conception même qu'on se fait de ce que c'est qu'une théorie physique et de la façon dont elle accroche en quelque sorte la nature des choses ou le réel. Mais d'un point de vue métaphysique, la différence entre géométrie et physique, elle se joue sur une certaine distribution du contingent et du nécessaire. Dans les relations fondamentales auxquelles on est confronté en tant que physicien mais aussi en tant que philosophe, il y a des relations qui sont contingentes
et d'autres qui sont en quelque sorte nécessaires, c'est-à-dire sans lesquels on ne pourrait même pas envisager de faire de la science, sans lesquels on ne pourrait même pas produire l'idée de nature. Les relations nécessaires, c'est celles que la géométrie a pour charge d'exprimer, c'est aussi simple que ça. Et la physique a, pour l'essentiel, affaire à des relations contingentes, alors qui peuvent donner lieu à des formulations en termes de lois, ce n'est pas le problème, mais ces lois sont contingentes. Le nécessaire est du côté de la géométrie. Et donc, c'est important aussi pour comprendre ce qu'il attend de la gravité, de la gravitation. Le phénomène de la gravité, en fait, c'est un aspect de ce qu'il appelle le nexus causal, concret, effectif. La gravité, elle exprime des relations causales réelles, et donc nécessairement contingentes en ce sens. Simplement, pour capturer ces phénomènes de gravitation en toute généralité, pour produire une théorie de la gravitation, qui est l'ambition d'une théorie, donc qui couvre a priori universellement tous les phénomènes de la gravitation, il faut que nous disposions par ailleurs à un autre niveau de relations nécessaires, de relations qui prendront la forme, en l'occurrence, d'un espace-temps uniforme. Si on n'avait pas cette uniformité à un autre niveau, eh bien, on ne pourrait même pas commencer à faire de la physique. Voilà le type de raisonnement. Alors, on pourrait dire, démenti immédiat, Einstein fait de la physique et il n'a pas besoin de votre espace-temps uniforme. Bon, c'est là qu'évidemment se joue certains malentendus. C'est-à-dire que Whitehead, les arguments que propose Whitehead ne sont pas des arguments de physicien. Ce ne sont pas des arguments qu'on oppose à un physicien, c'est des arguments qu'il oppose au philosophe Einstein. C'est-à-dire qu'il pense que sa philosophie de la nature est dévoyée par sa propre théorie, par une interprétation excessivement charitable ou excessivement enthousiaste de sa propre théorie. C'est-à-dire que la théorie ne doit pas valoir comme modèle épistémologique pour faire de la physique. Ce qui est une proposition extrêmement osée, quand même, d'objecter ça à Einstein. Mais il peut le faire d'autant plus, je dirais, avec d'autant plus de modestie que lui-même propose une autre théorie. C'est pas comme si un philosophe venait juger depuis sa chair un physicien qui s'essaye à la philosophie de la nature. Lui-même a une théorie alternative qui lui paraît mieux incarner, au fond, les attentes métaphysiques qu'on peut avoir par rapport à une démarche scientifique en général. Bon, alors il y a toutes sortes d'objections qu'on peut formuler à ce stade. C'est qu'au fond, il est question d'uniformité, mais qui a dit que c'était au niveau de l'espace-temps que ça devait se jouer ? Et notamment de la métrique de l'espace-temps, puisqu'il veut des courbures constantes. On pourrait considérer, et même lui-même donne tous les éléments pour ça dans son premier travail autour de la restreinte, on pourrait considérer qu'il y a une uniformité topologique dans le nexus causal, justement, qui est incorporé dans l'espace-temps minkowskien. On peut d'ailleurs dériver la métrique minkowskienne de ce pur postulat topologique, et qui est uniforme. C'est la structure du cône de lumière, bon, qui vaut infinitésimalement dans des portions extrêmement réduites de l'espace-temps variablement courbé. On peut considérer que c'est ça l'uniformité dont on a besoin. Qui a dit qu'il fallait qu'elle soit globalement exprimée par une métrique uniforme ? Bon, voilà le type d'objection qu'on peut formuler, et je pense qu'elles sont fortes en réalité. Je pense que Whitehead a peut-être surinvesti, c'est là peut-être le défaut du philosophe, il a surinvesti le format même de l'espace-temps. On pourrait dire que c'est un absolutiste de l'espace-temps. Il va beaucoup plus loin même qu'Einstein dans la surévaluation métaphysique du format espace-temps comme étant le lieu où s'exprimerait l'uniformité même de la nature. Il appelle ça le continuum extensif. C'est un continuum quadridimensionnel qui a les mêmes propriétés que l'espace-temps de Minkowski. Voilà ce que je pouvais dire sur ce point. On reste avec plusieurs questions qui font l'objet de ma vraie conclusion, c'est-à-dire ce qu'on appelle une conclusion, un paragraphe de conclusion. Ce qui signifie aussi que je ne répondrai pas vraiment aux questions. La première question, c'est, mais vous avez déjà entrevu le type de réponse qu'on peut lui donner, c'est pourquoi la gravitation revêt, aux yeux de Whitehead, une importance spéciale dans son projet philosophique. Pourquoi cette attention spéciale portée à la gravitation qui le pousse non seulement à y consacrer un livre, mais à construire une théorie tout entière. Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qui singularise au fond, en reprenant un peu de distance, la démarche de Whitehead et l'interprétation qu'il donne de la théorie de la relativité générale par rapport, disons, aux discussions habituelles que les philosophes entretiennent autour de la gravitation einsteinienne. Qu'est-ce qui singularise la position de Whitehead et en quoi, je dirais, c'est peut-être pour ça qu'on continue à le lire aujourd'hui alors même que la théorie ne sert plus à rien, quel type de questions
original est-ce que la démarche de Whitehead suscite à propos de la relativité générale? Bon. Sur ce dernier point, je dirais que c'est quand même frappant de voir que le type de questions que j'ai pu évoquer là ne sont pas du tout celles qui déjà agitaient Leibniz, par exemple, dans sa confrontation avec les newtoniens à l'époque. Vous vous souvenez que l'affaire de Leibniz, c'était en gros de considérer que cette théorie ne correspondait pas à ce qu'on pouvait attendre philosophiquement d'une théorie physique, c'est-à-dire qu'elle présupposait une sorte d'influence occulte, une action à distance, dans un médium à la fois intangible, invisible, et véritablement mystique, comme disait Leibniz. Et justement, les newtoniens auxquels il avait affaire, Clarke notamment, concédaient volontiers ce point. Et recouraient à des arguments théologiques pour supporter la théorie physique. On était dans ce type de considération sur, au fond, l'interprétation de l'action à distance. Et je dirais la posture des philosophes qui avaient quelque chose à dire sur la question, qui contribuaient à la question, était uniformément critique. Elle consistait à dire il ne faudrait quand même pas introduire comme dira Einstein plus tard, de la spooky action dans un contexte différent, de la spooky action at a distance, une action fantomatique à distance. C'est pas faire de la bonne philosophie de la nature que de penser ce type de choses. Et puis, dans un contexte bien différent, beaucoup plus proche de nous, et en fait contemporain de Whitehead, des gens comme Meyerson, Bachelard, mais on pourrait continuer la liste, y compris dans le domaine analytique, se sont beaucoup intéressés à ce que j'évoquais tout à l'heure, la géométrisation de la physique, et ce tour de force qui consiste à montrer qu'en réalité, la masse inerte et la masse pesante dont on savait théoriquement, en principe, l'identité, fournit en réalité la clé de l'opération générale, l'opération menée par Einstein, qui consiste, alors selon une interprétation là que je résume dans des formules suffisamment générales pour qu'on tombe tous d'accord, revient finalement à résorber la force d'attraction dans une notion purement géométrique qui correspond à un certain aspect, une certaine qualité de l'espace-temps variablement courbé, la courbure, identifier au fond la force d'attraction ou la résorber, c'est l'expression de Meyerson, dans la structure de l'espace-temps, c'est une façon de clarifier, au fond de mettre en évidence ce qui était implicite dans l'identité un peu curieuse de la masse inerte et de la masse pesante, à savoir le fait que l'inertie n'est qu'un cas limite de l'accélération, et qu'au fond, la gravitation nous renvoie, pour être bien comprise, non pas à un univers de points masse sollicité par des forces externes, mais une contexture spatio-temporelle où véritablement l'agent réel de la gravitation, on pourrait dire pour aller vite, c'est l'espace lui-même, ou l'espace-temps lui-même. Donc faire une théorie de la gravité sans force attractive, sans force gravitationnelle, je dirais c'est quand même vers ça que, dans cette direction, que les philosophes ont spontanément interprété la révolution einsteinienne, disons la relativité générale. Whitehead pense que c'est pas du tout ça l'intérêt, vous voyez, après tout ce que je dis, que l'intérêt philosophique du geste einsteinien n'est pas du tout là, et qu'au contraire, c'est là que réside le danger, et c'est de ça qu'il faut se déprendre. Et donc on pourrait dire, pour conclure réellement, que, au fond, Whitehead propose à sa manière de redonner une signification philosophique, une signification cruciale, à l'action à distance. Et en mettant cette fois l'action sur action plutôt que sur distance. Alors pas en un sens technique, au sens physique de l'action, mais en tout cas, l'idée serait pour lui de faire droit à un processus gravitationnel, à quelque chose comme une causalité réelle, mais y faire droit justement en lui donnant toute sa portée temporelle, tout son dynamisme, c'est-à-dire penser une action à distance dans l'espace et le temps. Je dirais que c'est pour cette raison-là qu'il est si attaché à l'idée du potentiel retardé et à la possibilité de vraiment comprendre la gravitation comme des forces réelles, propageant leurs effets dans l'espace, mais aussi dans le temps. Donc d'une manière qui ne dissout pas d'emblée, qui ne dissout pas intégralement le phénomène de la gravitation en connexion locale, en connexion qu'on pourrait suivre de proche en proche, dans ce nouvel avatar formel de l'éther, l'éther relativiste, qui a pour nom espace-temps. Pour Whitehead, si l'espace-temps
assume une fonction, c'est celui de garant de l'uniformité de la nature, c'est pourquoi il faut une métrique séparée, un arrière-plan indépendant, et quant à la gravité elle-même, elle doit exprimer de la façon la plus claire possible, je dirais, la causalité réelle, et je dirais la causalité réelle en un sens absolument fondamental, au sens où la gravité peut être pensée philosophiquement, je crois que c'est ça que Whitehead a essayé de suggérer, comme une sorte de causalité minimale et universelle liée au fait que simplement les choses sont ensemble. Et simplement, il y a ce codicile capital, elles sont ensemble dans l'espace, certes, mais aussi dans le temps. Et donc, ça conduirait, si on voulait approfondir cette intuition, ce que Whitehead a fait, mais au-delà de la théorie physique, dans la partie véritablement spéculative de son œuvre, notamment dans Procès et réalité, il faudrait conjuguer ces intuitions à une véritable doctrine du devenir, du temps réel, c'est-à-dire du temps du processus de réalisation, et c'est ce qu'il suggère, et ça c'est juste en manière d'écho à l'exposé précédent, en quantifiant d'une certaine façon l'idée même de temps ou de durée. Mais à un niveau qui est plus celui de la théorie physique, mais à un niveau métaphysique. Il propose en réalité, donc là ça fait écho à la question de l'ascenseur quantique, quoi. Il propose en réalité d'envisager le temps du processus réel, c'est-à-dire du processus d'actualisation, de réalisation de ces événements, qui ne sont pas des points événements qui clignotent dans l'espace-temps, mais qui sont des durées ou des embryons de durée qui propagent leurs effets en débordant, en préhendant leur propre futur. Il veut concevoir ce temps du processus réel comme quelque chose qui, selon son expression, déborde ou excède la forme du continuum extensif, du continuum espace-temps. Le temps réel, alors il appelle ça justement process, c'est un autre terme, un autre concept. Le process déborde le continuum à 4 dimensions, et ce process, c'est un temps épocal, comme il dit, c'est-à-dire discontinu, quantique. Alors, est-ce que quantique, chez lui, peut vouloir dire quantifié au sens physique? C'est une question ouverte sur laquelle il ne s'est pas du tout penché, puisque là, il a cessé de contribuer activement à la physique théorique à partir du milieu des années 20. Mais je dirais que, en tout cas, sa démarche et son ambition, son projet d'une philosophie de la nature fondée sur les intuitions que j'ai rappelées, résonnent quand même fortement avec certaines orientations philosophiques du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la gravité quantique à boucle, où il y a aussi cette idée d'aller chercher en deçà du continuum extensif quadridimensionnel, en deçà de l'espace-temps, quelque chose, alors quel que soit le nom, variation pure, quelque chose qui relève d'un devenir avant le temps, d'un processus qui serait avant la conception dimensionnelle du temps associé au format espace-temps. Je m'arrête là parce que là, ça devient extrêmement spéculatif. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, c'est plus les spéculations de Whitehead, c'est les spéculations des physiciens d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. On a le temps pour quelques questions. J'ai été long. Hein. Merci. Alors, tu as bien expliqué que pour Whitehead, l'induction ne peut pas être une opération purement intellectuelle, elle doit avoir une sorte de fondement naturel, ouais. En l'occurrence dans la structure de l'espace-temps de Minkowski. Et est-ce qu'on a le droit de dire que la différence qu'il y a entre la vraie métrique d'Einstein et celle de Minkowski, ce serait une sorte d'éther dynamique, évidemment qui n'a rien à voir avec l'éther luminifer, qui serait gravitationnel, et qui serait une sorte d'intrication entre les objets physiques? Je trouvais ça comme une sorte d'intermédiaire entre les deux théories. Oui, parce qu'il y a un texte d'Einstein dans lequel il parle d'éther, à propos de... C'est un drôle d'éther, parce qu'il n'a pas d'état de mouvement ou de repos. Oui, non, il n'a rien à voir avec le premier, c'est juste le mot qui dirait qu'il y aurait le Minkowski plus une sorte de superposition de quelque chose qui serait porteur de la gravitation. C'est très juste, et c'est une suggestion à laquelle Whitehead a pensé. Il a envisagé cette possibilité, mais pour des raisons qui s'expliquent très bien métaphysiquement, il avait une sorte de réticence instinctive par rapport à tout concept d'éther, même formalisé, même l'éther relativiste, que en effet Einstein revendique au début des années 20. Pourquoi ? Parce que pour lui, ça restitue quelque chose comme une supersubstance, et que toute son idée, c'est de revenir à une ontologie d'événements. Le problème de l'éther, c'est qu'on peut dire que c'est un éther des événements, on peut le dire aussi comme ça. Mais si on l'institue comme un objet qui remplit une fonction fondamentale dans le cadre d'une théorie physique et plus encore d'une philosophie de la nature, c'est problématique parce qu'on ne peut pas s'empêcher de le resubstantialiser d'une manière ou d'une autre.
Et alors, à moins d'insister par toutes sortes de précautions systématiquement sur le fait que l'éther n'est rien d'autre que la texture ou la contexture relationnelle des dits événements spatio-temporels, on risque toujours de basculer dans une sorte de fétichisation, d'absolutisation, de substantialisation, on dit aujourd'hui, de l'éther. Puis bon, si c'est pour dire à chaque fois l'éther n'est rien d'autre qu'un tissu relationnel, pourquoi employer ce mot? Laissons tomber. Donc je dirais que oui, pour lui, c'était pas immédiatement compatible avec son orientation philosophique. On va prendre le temps d'une pause. Ah, juste Pierre. En fait, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans ce que Whitehead dit, qui est en écho avec certains aspects de la gravitation que les gens considèrent aujourd'hui, qui sont des théories abimétriques, qui sont justement en fait des extensions classiques qui modifient la gravitation, mais cette fois-ci en s'assurant d'avoir la bonne limite newtonienne, contrairement à ce que Whitehead avait fait. Et donc là, c'est un aspect aussi intéressant d'avoir c'est une théorie pour des gravitons massifs, des choses que on espère LIGO et des autres mesures d'ondes gravitationnelles pourront nous donner, enfin tester et peut-être infirmer ou confirmer. Et donc, en quelque sorte, il n'est pas non plus déraisonnable encore aujourd'hui de penser qu'il puisse exister deux métriques dans une extension de la théorie d'Einstein, avec des interprétations, je sais pas, physiques ou philosophiques différentes, qui sont pas forcément toujours claires, mais en tout cas, on approche peut-être vers ce genre de solution s'il faut une théorie de gravité modifiée, massive, de ce type-là. Ouais.